Dans quelques instants, dans Bouge la France, on va parler de la bourse. On va apporter un diagnostic un jour après la forte hausse. On va voir ce qui se passe. On parlera également de la faillite des entreprises sur le plan juridique. Également des golden boys et des banquiers qui sont pointés du doigt en ce moment. On terminera avec les maladies nosocomiales après la mort de Guillaume Depardieu notamment. C'est tout de suite après le journal de Saveria. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. 24 heures après sa présentation, le plan d'aide aux banques est soumis au vote du Parlement. Un vote sans union sacrée puisque les socialistes ont décidé de s'abstenir. Sur les marchés financiers, c'est toujours le redressement. Paris termine en hausse à 2,75%. Retour sur cette journée avec Emmanuel Osler. L'Élysée ce matin, banquiers et assureurs étaient de nouveau convoqués par Nicolas Sarkozy pour évoquer les deux principales mesures du plan de sauvetage français, la garantie des prêts interbancaires et la possibilité de recapitaliser les établissements en difficulté. Un plan apprécié par les intéressés. Nous nous engageons à proposer une offre de crédit et notamment aux ménages et aux petites et moyennes entreprises qui répondent aux besoins exprimés. Nous en avons désormais les moyens. De son côté, Laurence Parisot a annoncé qu'elle allait convoquer en fin de semaine les représentants des patronats des pays du G8. L'objectif est de montrer tout d'abord à quel point nous soutenons les décisions prises par les responsables politiques de nos zones monétaires respectives. Deuxièmement, d'élaborer un diagnostic commun de la situation. Et troisièmement, de formuler un certain nombre de préconisations pour faire face à l'avenir. Sans surprise, la loi devait être votée dans la soirée par les députés. En dépit de l'abstention des socialistes, François Fillon en a défendu les grands principes à la tribune de l'Assemblée. L'objectif de cette mesure, c'est évidemment de renforcer la confiance vis-à-vis des établissements financiers et de faire en sorte que ces établissements financiers puissent recommencer à faire leur métier, c'est-à-dire à prêter de l'argent à l'économie réelle, aux entreprises, aux salariés, aux ménages, aux collectivités locales. Dans la foulée, la bourse de Paris a clôturé à la hausse, mais le marché reste nerveux, notamment à cause du tassement de la bourse de New York. Voilà, et le plan sera soumis demain au Sénat. Aux États-Unis, Washington prend l'Europe en exemple. George Bush a annoncé aujourd'hui la nationalisation partielle d'une dizaine de banques, 250 milliards de dollars au total, pour redresser le système financier. George Bush qui semble se rallier à l'idée française d'un G8 exceptionnel. Le président américain recevra samedi à Camp David Nicolas Sarkozy et José Manuel Barroso. Alors, si les marchés sont soulagés, le plan de relance n'écarte pas la menace d'un impact très fort sur l'économie. L'UNEDIC prévoit 46 000 chômeurs de plus en 2008. Le gouvernement doit annoncer dans quelques jours des mesures. Parmi les outils possibles, les emplois aidés. Élise Ecardi. Relancer les contrats aidés, c'est donc l'une des pistes du gouvernement pour lutter contre les conséquences de la crise financière. Déjà 360 000 de ces contrats sont prévus dans le budget 2009. Augmenter leur nombre serait une piste, mais le gouvernement voudrait surtout mieux accompagner les bénéficiaires. Aujourd'hui, une personne sur 5 seulement en contrat aidé fait l'objet d'un suivi. C'est-à-dire qu'en clair, on le met sur un contrat aidé et puis on lui dit « sois sage et tais-toi ». Ça, il est hors de question qu'on s'amuse à ce genre de choses. Si on fait des contrats aidés, c'est pour que ce soit vraiment utile et que ça serve aux gens à retrouver un emploi dans cette période difficile. Mais l'idée est loin de faire l'unanimité, à commencer par le MEDEF qui a réagi dès ce matin. Encourager les entreprises à continuer à embaucher, permettre aux entreprises de ne pas avoir à faire des aménagements d'effectifs ou de réduction d'effectifs. La solution ne passe pas par je ne sais quel nouveau dispositif de contrat aidé. La solution passe par une baisse des prélèvements obligatoires sur les entreprises. Un avis partagé par nombre de chefs d'entreprise. Pour eux, il faudrait déjà commencer par retrouver la confiance dans les banques. Déjà, il faudrait qu'on puisse avoir des contrats. Aujourd'hui, les entreprises, elles souffrent énormément parce que elles commencent à manquer de contrats ou parfois même elles manquent de financement. Donc, de toutes les façons, en tout état de cause, pour pouvoir démarrer les contrats de travail, qu'ils soient aidés ou pas aidés, il va falloir que les entreprises rentrent dans une dynamique de croissance. Et à gauche, si on se réjouit de la mise en place d'une mesure plutôt sociale, on veut aller plus loin. Il faut avoir une vue générale des questions de l'emploi qui vont être très difficiles dans les mois qui viennent. Alors,
il faudrait d'abord penser à ce que peut être un plan de relance de l'activité économique, notamment dans le bâtiment, la construction. Et puis ensuite, on parlerait de ces contrats aidés. Quoi qu'il en soit, le gouvernement pourrait annoncer dès la semaine prochaine la création de 60 000 nouveaux contrats aidés. Conjoncture oblige, l'accès au crédit est plus difficile. Conséquence, c'est le retour du système D, ou plutôt du mont-de-piété. Les Français sont en effet de plus en plus nombreux à déposer leur objet de famille en gage. Reportage à Paris, Madeleine Pradel et Antoine de Maison. Attendez, vous me faites juste un prêt de 140 € pour un instrument à 3 000 €? Pour une première expérience à l'ancien mont-de-piété, Sébastien est déçu. On lui estime sa trompette à 140 €, mais on ne lui en prête que la moitié pour un instrument qui lui avait coûté 3 500 €. Vous êtes déçu? Un petit peu, oui, parce que je pensais que justement vous allez me donner la valeur de mon instrument directement et pas attendre la vente aux enchères et tout ça. Donc tant pis, je vais faire autrement. Au Crédit municipal de Paris, on ne trouve pas que des instruments. Bijoux de famille, tableaux ou encore bouteilles de vin. En temps de crise, les prêts sur gage connaissent un succès croissant. Depuis le mois d'avril, à peu près constamment, nous avons 30% de plus de public. C'est à peu près le même public, c'est-à-dire que nous avons plus de 80% de femmes, plus de 80% de bijoux, et plus de 9 clients sur 10 qui récupèrent les objets qu'ils nous apportent. Pour ceux qui ne peuvent pas rembourser leur emprunt, les objets sont alors mis aux enchères et les propriétaires en récupèrent les bénéfices. Sonia, elle, ne parvenait plus à boucler ses fins de mois. Elle a bien essayé d'emprunter auprès d'une banque sans succès. En venant ici, elle a réuni 2 400 €. Jamais je n'aurais pu penser que j'arriverais à l'âge de 65 ans que je serais obligée de venir déposer le peu de biens personnels, c'est-à-dire des petits bijoux, un cadeau de ma mère, un héritage de ma grand-mère, que je viendrai le déposer au Crédit municipal pour payer mes impôts. 5 à 600 personnes par jour demandent un prêt sur gage. Le Crédit municipal s'attend à une forte hausse dans les mois à venir quand les effets de la crise se feront réellement sentir. Et sachez encore que les banques se sont engagées à adopter sans délai le code de bonne conduite du MEDEF qui limite les parachutes dorés. Polémique autour des prix du diesel. L'UFC Que Choisir accuse les pétroliers de ne pas répercuter la baisse des prix du brut sur les tarifs à la pompe. Explication Anne-Louise Zoran. Le compteur tournait, à l'arrivée difficile de voir la différence avec le dernier plein. Et pourtant, le prix de l'essence a baissé d'une dizaine de centimes depuis juillet. En tout cas, pour les consommateurs, ça ne reste que théorique ou presque. Vous prévenez que c'était censé avoir baissé ou pas? Oui, tout à fait. Et ça se répercute pas sur le prix de l'essence, malheureusement. Écoutez, je vois pas trop, ça dépend des stations à d'autres. Une station à autre, il y a une petite différence. Ouais. Pour l'association de consommateurs Que Choisir, c'est simple, les pétroliers ont fait délibérément monter leur prix en ne faisant pas tourner leur raffinerie au maximum. Le prix à la pompe aurait dû plus diminuer, mais là justement, il n'a pas plus diminué parce que la marge de raffinage est restée très dynamique. C'est cet étage-là qui explique que la répercussion n'est pas parfaite. Les accusations immédiatement balayées par les pétroliers. Il n'y a pas de rationnement de la capacité de raffinage. Les raffineurs répondent aux conditions économiques du marché et partout où ils le peuvent, ils font des investissements pour satisfaire à cette demande de gazole. C'est ce qui s'est passé en France. On a investi 1 milliard d'euros ces dernières années pour produire plus de gazole parce que la demande était en augmentation. La demande en augmentation, c'est surtout celle des consommateurs qui aimeraient voir leur budget d'essence diminuer. Il ne leur reste donc qu'à comparer les prix en espérant faire une bonne affaire. Renouveau et transparence, Gérard Larcher a annoncé ses priorités pour les 3 ans à venir en tant que président du Sénat. La Haute Assemblée fera d'ailleurs bientôt l'objet d'un audit extérieur. Dans ces temps qui exigent des efforts de nos compatriotes et de l'État, j'ai demandé que notre budget demeure en 2009 au niveau qui était le sien en 2008. Alors bien sûr, il nous faudra optimiser nos dépenses. Pour pouvoir mener cette action en toute connaissance de cause, je demande un examen de l'adéquation de nos moyens à nos missions. En outre, je vous le confirme, l'an prochain, nos comptes feront l'objet d'un audit extérieur. Qui en veut à Olivier Besancenot, 10 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'affaire d'espionnage dont a été victime le leader de la LCR. Parmi les personnes en garde à vue, plusieurs policiers, dont 4 ont été remis en liberté ce soir.
contrairement au directeur de Taser France, qui fournit à la police ce pistolet à impulsion électrique. Olivier Besancenot avait dénoncé le Taser, responsable, selon lui, d'une centaine de morts aux États-Unis. La grève des chirurgiens libéraux, ils protestent contre la réforme de la santé qui limite les dépassements d'honoraires, des dépassements que les chirurgiens jugent vitaux pour leur discipline. Nicolas Béard. Bonjour madame. Bonjour. À 55 ans, le docteur Cholet est chirurgien viscéral à l'hôpital d'Antony. 55 ans, l'âge moyen des chirurgiens français, une profession vieillissante et qui ne suscite plus de vocation. L'an dernier, seuls 20 étudiants en médecine l'ont choisi. C'est un travail qui est dur, difficile, qui nécessite beaucoup de disponibilité et puis d'énormes responsabilités qui pèsent sur nos épaules. De plus en plus de procès sont intentés contre la profession. Du coup, le coût des assurances en responsabilité a explosé et les honoraires ne suivent pas. Les tarifs de remboursement par l'assurance maladie n'ont pas été réévalués depuis près de 30 ans. Le problème, c'est que le tarif de sécurité sociale ne représente pas la valeur économique réelle de nos actes. C'est pour cette raison que la majorité des chirurgiens sont installés en secteur 2, un secteur où ils ont le droit, de façon contractuelle, de demander des compléments d'honoraires. Par complément, entendez dépassement d'honoraires, des dépassements qui peuvent parfois atteindre plusieurs centaines d'euros. Pour les chirurgiens, la pratique se justifie. Le remboursement de l'acte qui nous est payé, nous avons plus de 50% de charges professionnelles. Ces dépassements sont de plus en plus dénoncés. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement envisage de réformer cette pratique en créant un secteur optionnel où les tarifs seraient régulés et mieux remboursés. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. La crise encore et toujours dans Bouge la France avec cette journée boursière moins flamboyante qu'hier en dépit des efforts et des milliards des gouvernements européens. La crise sous toutes ses facettes avec sur le plateau de Bouge la France autour de Pierre Sled nos chroniqueurs Jean-Louis Gombaud et Sabine Cordès. À leur côté, Patrick Bonaza, observateur très attentif des pratiques bancaires. Bonsoir à tous. Effectivement, tous les chroniqueurs sont là, sauf deux. Ils sont encore au maquillage, mais Jean-Louis, lui, est là. Bonsoir Jean-Louis. On va parler des bourses parce que, effectivement, après l'euphorie d'hier, eh bien, on se demandait ce que ça allait faire le jour d'après. Alors voilà, maintenant on sait. En fait, on constate que tout le monde est remonté encore partout, à part Amsterdam et Bruxelles. On va parler des États-Unis dans un instant. Mais est-ce que ça voudrait dire, je parle là des marchés européens, qu'au moins sur ce domaine-là, la confiance est revenue ? On peut dire ça pour le moment, en tout cas. C'est vrai qu'après un rebond de 6% moyenne pour les bourses européennes hier, on pouvait croire qu'il y aurait des prises de bénéfices. Non, ça continue plus lentement, mais en moyenne, que ce soit Londres, Paris, Francfort, on est autour de 2,7%. Alors, bien entendu, il faut voir là l'application conjointe, coordonnée des plans de sauvetage des banques de pratiquement toutes les capitales européennes, notamment celles des 15, qui, disons, donnent la sécurité sur la pérennité du système bancaire. On sait qu'aucune banque en Europe, importante en tout cas, ne pourra faire faillite et tous les pays ont décidé de réalimenter la pompe à finances quitte à opérer des garanties publiques. Cela dit, si vous regardez quand même, le soupçon n'est pas totalement évanoui ou levé, puisque vous regardez la cotation des banques, je pense notamment à Dexia ou BNP, aujourd'hui, elles ont quand même baissé à la bourse de Paris, et on peut s'interroger pour savoir si, même si la confiance est revenue, si la complexité même de ces plans de sauvetage, la complexité de leur mise en œuvre ne pourra pas, à terme, réintroduire un certain doute. Alors, on parlait des États-Unis, on avait vu que
Pour une fois, les États-Unis étaient plutôt suivistes par rapport à l'Europe. Et là, donc, on vient d'apprendre les indices en clôture. Le Dow Jones c'est à moins 0,69, donc une légère baisse. Et le Nasdaq moins 3,48, donc les technologies qui sont atteintes. Est-ce qu'il y a une interprétation à cela Oui, le point de départ, c'est que le plan Paulson aux États-Unis n'a jamais convaincu. Non, ça c'est vrai que depuis le début. Depuis le début. Alors hier était une sorte de parenthèse, une exception. Les bourses une lueur venue d'Europe remontent tellement, mais ça pouvait pas durer, que Wall Street a suivi. Alors c'est pas le schéma normal. Le schéma normal, c'est que l'Europe généralement suit les États-Unis. Pourquoi le plan Paulson ne convainc pas? Il convainc pas parce que il crée une structure de défaisance. On en a souvent parlé ici, 700 milliards de dollars, qui rachètera les créances pourries des banques. Mais de quelles banques? Quelle quantité de créances? À quel prix? Et puis il y a des imprécisions. On apprend aujourd'hui que dans le plan Paulson, il y a des prises de participation publique dans des banques en difficulté, 250 milliards de dollars, dont il n'avait pas été question jusqu'à présent. C'est-à-dire que les Américains s'inspirent du plan européen. Oui. Mais cette espèce c'est ça de... Ils se croient dans un modèle socialiste, les Américains. D'une certaine façon. Mais je veux dire, c'est cette espèce de... Il y a un peu de godille dans cette affaire. Tout ça n'a pas l'air extrêmement précis et ça doit rendre difficile le retour de la confiance à Wall Street. Et il faut préciser que si ça continuait, évidemment, le fait que New York n'arrive pas vraiment à tenir, ça pourrait se répercuter sur les bourses européennes par ricochet. Alors pour l'instant, les marchés ont essuyé la crise financière, ça a bien baissé, ça remonte un petit peu, mais ça a quand même bien baissé de manière générale. Si jamais la crise économique, celle-là, annoncée, déferle, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est évidemment la grosse interrogation, parce que si vous prenez l'ensemble des indices économiques, qu'ils soient d'ailleurs français ou européens, aucun n'est bon. Vous prenez les constructions de logements, les ventes de logements, le prix de l'immobilier, l'investissement, la production industrielle, encore aujourd'hui les ventes d'automobiles en Europe. Vous les prenez tous vraiment un par un, il n'y a pas bon. Si vous prenez les perspectives, la Banque de France ce matin nous a dit il y aura le troisième trimestre en France sera négatif. L'Allemagne dit l'année prochaine on fera 0,2% de croissance, c'est pratiquement zéro. Donc vous avez incontestablement une conjoncture qui n'est pas bonne. Et face à cela, les États qui ont financé des plans de sauvetage extrêmement coûteux, après le plan de sauvetage, on ne pourra pas financer des plans de relance. Ça fait quand même trop cher. Donc la conjoncture n'est pas bonne. Elle va évidemment continuer à peser sur les marchés financiers. Très bien, merci Jean-Louis. On va enchaîner maintenant, on va parler des PME avec les faillites, avec Sabine Cordès. Bonsoir Sabine. Et Patrick Bonazac qui nous a rejoint également, qui va nous parler, lui, des banquiers et des Golden Boys qui ont vraiment une cote absolument incroyable en ce moment. On va parler des PME parce que c'est vrai qu'avec cette crise de confiance, beaucoup de PME sont fragilisées dans la mesure où les banques prêtent évidemment moins d'argent et qu'il y a un ralentissement, donc elles sont prises dans une espèce d'étau. Certaines de ces PME sont au bord de la faillite. Maintenant, on va essayer de savoir avec vous, puisque c'est l'objet de votre chronique, qui est très juridique, on a pu le remarquer, c'est de savoir ce que ça représentait une faillite. Une entreprise, elle se déclare en faillite quand? Alors d'abord, Pierre, on ne parle plus de faillite aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de sauvegarde des entreprises ou de cessation des paiements ou de difficulté des entreprises. C'est les nouvelles lois. Effectivement, il y avait au départ la loi sur la faillite. Aujourd'hui, c'est la loi sur la sauvegarde et les difficultés des entreprises. Alors à partir de quand on peut parler d'une difficulté d'entreprise? À partir du moment où l'entreprise est en cessation des paiements. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la cessation des paiements? C'est quand le passif exigible est supérieur à l'actif disponible. C'est-à-dire quand les dettes de l'entreprise qui doivent être payées sont supérieures à l'actif de la société et que la société ne peut donc plus faire face à ses dettes. Alors, il y a des alertes qui sont faites, généralement par les commissaires aux comptes, parce qu'il y a des dettes fiscales, des dettes douanières, des dettes sociales, l'URSSAF n'est plus payé, le fisc n'est plus payé, l'impôt sur les sociétés n'est plus payé. Et là, il y a des signaux qui sont indiqués, qui sont lancés par les commissaires aux comptes, des entreprises en général, aux dirigeants des entreprises, ou tout simplement les entreprises sont assignées par leurs créanciers devant le tribunal de commerce en redressement judiciaire. Alors quand une entreprise est on va pas appeler ça en faillite, mais enfin bon, en faillite, en cessation de paiement, etc. C'est le nom commun. Qu'est-ce qui reste comme solution pour s'en sortir? Est-ce que c'est nécessairement la fin? Alors c'est pas nécessairement la fin. Il y a plusieurs solutions. La cessation de paiement est déclarée, il n'y a plus donc de plan de sauvegarde qui est possible. Est possible deux choses, le redressement de l'entreprise, avec éventuellement, si le redressement judiciaire aboutit, le plan et l'homologation du plan de redressement de l'entreprise, ou à défaut,
faut la liquidation judiciaire. Qu'est-ce que c'est que le redressement judiciaire? Le tribunal de commerce nomme un administrateur judiciaire qui va administrer au lieu et place du gérant de l'entreprise ou de ses administrateurs la société. Les comptes vont être faits entre l'administrateur judiciaire et celui qui va représenter les créanciers et qui porte le nom de représentant des créanciers. Et ensemble, ils vont voir si la société peut être redressée et si un plan de redressement peut être homologué ou non par le tribunal. Si le plan de redressement est homologué, il peut y avoir un rachat de l'entreprise. On l'a vu pour des sociétés comme Adidas, qui a été racheté à l'époque en faillite par Bernard Tapie. Il peut y avoir un certain nombre de sociétés qui peuvent être vendues. Le plan de redressement, c'est un contrat. Il y a eu une suspension des poursuites des créanciers qui a été arrêtée à la date de cessation des paiements. Et dans ces cas-là, l'entreprise continue jusqu'à ce que le plan soit homologué. Si l'entreprise et le plan ne peut pas avoir lieu, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas être redressée, il y a la liquidation de l'entreprise. Et dans ces cas-là, on liquide, c'est-à-dire qu'on vend les actifs de l'entreprise pour essayer de payer les dettes par un ordre qui est prévu par le Code de commerce, qui est un ordre, les créanciers super privilégiés en priorité, c'est-à-dire les salariés, et ensuite les créanciers privilégiés, l'URSSAF, les créanciers sociaux. Et si l'entreprise est liquidée, jusqu'à quand les salariés sont-ils payés? Alors les salariés, si l'entreprise est tout d'abord en redressement judiciaire, il peut y avoir des licenciements pour motif économique. Si l'entreprise est liquidée, les salariés vont être payés jusqu'à la fin de leur contrat de travail, avec un paiement par l'entreprise jusqu'à la date de cessation des paiements, c'est-à-dire d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ensuite un paiement par l'AGS, qui est l'ancien GARP, c'est-à-dire un fonds de garantie des salariés qui est mis en place et qui va se substituer à l'entreprise, qui ne pourra plus payer, et qui viendra au lieu et place de l'entreprise payer les salariés. En cas de conflit, c'est le tribunal des prud'hommes qui est compétent. Très bien, on a fait le tour du problème. Très bien, franchement, merci beaucoup Sabine. On va enchaîner avec vous Patrick Bonanza et votre livre, Les banquiers ne payent pas l'addition. Moi je suis tombé par terre, notamment dans les premiers chapitres, en regardant les chiffres. Il faut pas. Les chiffres que vous présentez de ce que gagnent notamment les Golden Boys, je pensais pas que c'était à ce point-là, effectivement. Je ne sais pas si vous avez entendu cet après-midi le discours de Gérard Larcher, le nouveau président du Sénat. Il a dit maintenant que, je le cite, que les Golden Boys cessent enfin d'être la référence, les Français vont enfin se retourner vers les politiques. Est-ce que justement les Golden Boys, le président n'a pas mis le doigt sur le gros problème là, avec ces chiffres démesurés? Non, là on est en train de découvrir la Lune. Les Golden Boys, ils ont toujours existé. Là, ils sont un peu plus discrets. Oui. Alors, ce qui est pour des gens comme vous et moi, on a du mal à comprendre comment, en travaillant derrière un ordinateur, en travaillant très vite. Et pourtant, nous, en tant que journalistes, on en voit quand même. Donc voilà, on n'est pas parmi les plus novices. Parce que bon, il faut quand même citer 2-3 chiffres. Le Golden Boy qui gagnait le plus l'année dernière, il gagnait 70 millions de dollars. Il travaillait pour Goldman Sachs. C'était Driss Ben Brahim. Donc 70 millions. Mais Goldman Sachs à l'origine des subprimes. Mais c'est lui. Enfin, celui-là, on le connaît, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Parce que, il y en a plein. Par exemple, quand on parle des salaires des PDG en France, ils sont publics, on les connaît, mais il y a beaucoup de Golden Boy qui gagnent plus que les PDG, avec des responsabilités sociales, je dirais, presque moindres, quoi. Donc, aujourd'hui, on les voit moins, mais ils sont toujours à l'œuvre. Certainement qu'ils vont gagner un peu moins, mais on ne va pas les plaindre. Pourquoi? Parce que pendant ces 5 belles années où la bulle financière a explosé, ils ont fait fortune. Parce que quand on fait ce métier-là, on peut faire fortune en 5 ans. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce que voulait peut-être dire le président du Sénat, parce que c'est amusant, vous avez 2 personnes qui ont la même capacité, ils sortent de Polytechnique, sont intelligents tous les deux, ils vont très vite, c'est des matheux. Il y en a un qui va travailler chez Saint-Gobain ou chez Total et l'autre qui va dans une banque. Celui qui travaille dans une banque, il va, dès le départ, gagner 40% de plus que ses copains. Et puis s'il y reste, il peut gagner beaucoup plus, quoi. Donc il y a un biais dans la finance qui est pas très sain. L'affaire Kerviel, puisqu'on en reparle ces jours-ci, est-ce que justement c'est révélateur de ce système? C'est un voyant rouge qui s'est allumé, et des Kerviel, combien il y en a? Mais Kerviel, je dirais, c'est une exception, parce que le pauvre, je dis le pauvre. Non, mais on va pas le plaindre non plus. Il faisait pas partie de l'élite des Golden Boy, il gagnait 100 000 euros par an. Bon. Il l'espérait. 100 000 euros par an, c'est déjà quand même. C'est bien. C'est un jeune Golden Boy. Il espérait 600 000 euros de bonus qu'il n'a pas eu, pour les raisons qu'on sait. Parce qu'il a fait 2-3 boulettes. Je disais que lui, il est plutôt en 3e division, parce que
À Paris, on estime qu'il y a à peu près qu'il y avait, au moins en tout cas l'année dernière, peut-être cette année un peu moins, 400 traders qui gagnaient plus d'1 million d'euros. Et une dizaine au-dessus de 5. Par an. Par an, bien sûr. Et Paris, là aussi, c'est la deuxième division par rapport à la City ou à Wall Street. Ouais. Wall Street, il faut multiplier par 3 ou 4, quoi. Vous dites dans votre livre que les finances, c'est un jeu où il n'y a plus de règles, où les règles sont inexistantes. Est-ce que ces règles, est-ce qu'il y en avait et elles ont disparu, ou est-ce que finalement elles se transforment, ou elles se consument? Non, il y a des règles. En fait, la finance est très réglementée. Mais l'art des bons financiers, c'est d'échapper aux règles. Et c'est par exemple quand on parle, enfin c'est un peu technique, on dit on fait des opérations hors bilan. C'est-à-dire quand une banque fait des choses en dehors de son bilan, alors la Fed, par exemple aux États-Unis, va s'occuper de ce qu'il y a dans le bilan, mais pas de ce qui est hors bilan. Il se trouve que tous les subprimes et tous les titres qui ont été faits à partir des subprimes étaient hors bilan. Donc ils ont échappé à la réglementation dans ce cas-là. Mais je crois que ce qu'il y a de plus grave dans ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, c'est que normalement la finance, elle est là pour quoi? Elle est là pour aider les gens qui veulent investir, qui ont des projets. Et là, il s'est trouvé que la finance a travaillé pour elle-même. C'est-à-dire c'est pour ça que quand on parle de casino, c'est un cliché, mais qui est vrai dans la mesure où les financiers faisaient des paris entre eux-mêmes. Donc, en dehors de servir des gens qui avaient besoin de services financiers, ils jouaient entre eux. Et c'est pour ça qu'on si on a bien compris, parce que vous dites que les banquiers sont capables de détourner les règles, de passer au large, etc. Alors, dans ce cas-là, ce qui est annoncé en France, ce qui est avancé par Nicolas Sarkozy, le fait que maintenant, les golden parachutes, eh bien, on va voir ça de façon différente, etc. À la limite, peu importe, d'après ce que vous dites, les banquiers trouveront autre chose. Sûrement. En France, c'est un petit peu plus réglementé parce que bon, c'est un peu plus compliqué, le fisc est plus serré. Mais si vous êtes à la City ou à Wall Street, rien n'empêche votre banque de vous payer aux îles Caïmans. Donc, en plus, les parachutes, on en parle beaucoup en ce moment, c'est pas l'essentiel. Ce qui a fait... Non, c'est pas l'essentiel. C'est vrai, à la différence près. Quand même, c'est que je pense que ça fait partie quand même du mécanisme que vous décrivez et que beaucoup d'autres décrivent de ce qui s'est passé là, le crack qu'il y a eu là. C'est quand même des gens qui jouent des sommes incroyables en prenant des risques énormes parce que ils savent que si ça paye, ils ont des bénéfices parce qu'ils sont payés au rendement. Mais si ça marche pas, ils ont le golden parachute, ils sont virés avec des résultats, avec beaucoup d'argent aussi. Non, mais déjà rien qu'en gagnant ce qu'ils gagnent. Ils ont presque pas, ils n'ont pas besoin de parachute. Mais ce que je veux dire, c'est que les financiers gagnent beaucoup plus rien qu'avec leur bonus qu'avec leur parachute. Donc le parachute, ça s'ajoute. Mais on en parle parce que en ce moment c'est la mode. Mais ce qui compte, c'est les bonus. Ce qu'il y a de marrant, Jean-Louis Gombaud parlait avant de Paulson. Paulson était chez Goldman. La dernière année où il exerçait. C'est quand même responsable de la crise des subprimes. C'est pas un très grand secrétaire. Au Trésor. Bon, il gagnait chez Goldman, il gagnait la dernière année 38 millions de dollars. Il gagnait pas beaucoup parce que l'année dernière, son équivalent, le patron de Goldman a gagné 75 millions de dollars, lui. Et aujourd'hui, Goldman a besoin du soutien de Paulson, ancienne Goldman, pour se maintenir à flot. Sinon ils sont faillites. Donc, le problème qu'il y a avec les financiers, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre le service rendu et la rémunération. C'est complètement déconnecté, c'est complètement fou. Vous parliez des règles, vous disiez qu'en France, il y avait quand même une sorte de canevas de règles à peu près solide, ce qui n'était pas le cas partout. Est-ce qu'il faut craindre le système financier asiatique, en particulier chinois, parce qu'on sait très bien qu'en Chine, les règles, elles sont chinoises, par définition. Alors là, pour le coup, elles sont, je les connais pas vraiment. Non, mais elles sont encore plus opaques que ce qu'on... Mais est-ce que la Chine peut dérégler le marché boursier mondial dans quelques années, parce qu'il y aura plus d'empreintes du point de vue économique? Non, mais là, c'est une autre question. C'est est-ce que les capitaux arrivent librement en Chine? La réponse est non. C'est contrôlé. Non. La question, c'est pas tout à fait ça. C'est que là, la crise des subprimes, on sait très bien d'où elle est partie. Elle est partie des États-Unis. Elle a déferlé partout dans le monde, notamment en Europe. Est-ce que, dans quelques années, la Chine peut générer un crack comme ça? A priori, non. Il peut y avoir un crack pour d'autres raisons, mais
pas celui qui s'est produit. Parce que derrière ce krach, et en dehors de la perversion de la finance qu'on vient d'évoquer, il y a le fait que les États-Unis empruntent beaucoup, mais ils sont obligés d'emprunter à l'extérieur parce que leur ménage n'épargne pas. C'est bizarre, c'est un grand pays. Les ménages américains n'épargnent pas. Résultat, si un particulier américain veut s'acheter une villa dans l'Oregon, il faut que son prêt soit porté par des Chinois, des Allemands. Les Allemands ont acheté beaucoup de subprimes et tout ça. Exactement. Alors que, bon, dans un pays normal, la banque suit l'emprunteur jusqu'au bout s'il a emprunté sur 15 ans. Là, comme c'est un pays qui est emprunteur net, il a transformé un prêt classique en titre, sorte d'obligation, qu'il a refourgué à l'étranger. Et alors, il y a une image assez simple, si on dit, bon, les Français exportent des Airbus et du parfum, et les Américains exportent des Boeing et des produits structurés, parce que c'est l'industrie des produits structurés, elle est née aux États-Unis. Et dans le sens où les Chinois, eux, sont structurellement prêteurs, ils n'ont pas besoin d'inventer ce type de produit. Très bien. Après la bulle Internet, la crise des subprimes, la prochaine, c'est quoi? C'est la spéculation sur les matières premières qui va faire tout exploser? Non, c'est une bonne question. J'y ai pas pensé. Je vais quand même. Mais je vous laisse y réfléchir et puis on se reverra, on reviendrait dans Bouge la France. Mais la prochaine fois, je vous répondrai. D'accord. Merci bien. Je vous recommande Les banquiers ne payent pas l'addition, un livre à tous les égards à dévorer. Merci, merci beaucoup. On va parler maintenant des maladies nosocomiales. Guillaume Depardieu, disparu hier, en avait fait l'un des combats de sa vie. Ce combat contre ces maladies qui se contractent à l'hôpital et qui tuent 4000 personnes. L'an passé, les maladies nosocomiales sur le plateau de Bouge la France. Claude Rambaud, qui préside le lien, cette association d'aide aux victimes des maladies nosocomiales. Et Jacques Alouche, il est chirurgien et membre de l'Union des chirurgiens de France. Bonsoir à tous les deux. Effectivement, ce thème revient dans l'actualité avec la mort de Guillaume Depardieu, sur les maladies nosocomiales que vous connaissez bien. Claude Rambaud, puisque vous avez écrit avec le docteur Joël Spirou ce livre, Infections nosocomiales. Ce sont une série de recommandations en fait pour le grand public. Effectivement, on va en parler. C'est vrai qu'on sait qu'on a fait de gros efforts dans les hôpitaux pour limiter ce fléau, mais le risque existe toujours. Est-ce qu'on sait toujours l'évaluer? Est-ce que On a des enquêtes de prévalence, c'est-à-dire qu'un jour donné, en France, on fait la même enquête dans tous les établissements volontaires. On a eu des résultats l'année dernière et on est toujours à entre 750 000 et 800 000 victimes, dont aux alentours de 6 000 décès. Donc, ça représente quoi comme pourcentage à peu près? Par rapport au nombre de patients hospitalisés, c'est 5 à 7%, ça dépend du type de chirurgie, du type de... Et c'est à chaque fois, au départ, un acte chirurgical, c'est pas seulement... C'est pas toujours un acte chirurgical, voilà. Non, ça peut être un acte invasif, quel qu'il soit, une pose de sonde, une pose de cathéter, c'est pas obligatoirement un acte chirurgical. Chaque fois qu'il y a un acte invasif, chaque fois qu'il y a effraction de la peau, on peut provoquer une mise en culture et un développement d'une bactérie, une infection nosocomiale. Jacques Alouche, puisque vous représentez les chirurgiens de France, j'imagine que dans tous les hôpitaux, on fait le maximum. Pourquoi on n'y arrive pas à essayer de cerner ces bactéries, à faire en sorte qu'elles ne prolifèrent pas? Écoutez, derrière ce mot infection nosocomiale, il y a plusieurs choses. Ça vient de nosocomion, qui en grec veut dire l'hôpital. C'est pour ça que ce sont donc des maladies qu'on a... Alors, il est évident que plus vous aurez à prendre en charge des patients âgés, fatigués, débilités au sens large du terme, plus vous ferez des gestes de plus en plus invasifs, de plus en plus compliqués. De plus en plus longs en plus. De plus en plus longs, de plus en plus lourds. Il est certain que c'est la porte ouverte et je dirais... quelles que soient les précautions. Les précautions sont prises, il y a des enquêtes qui sont réalisées, des chiffres qui sont publiés, le prochain lundi, si le câlin va bien... Vous avez l'impression qu'on progresse quand même? J'ai quand même l'impression que nous progressons. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, dans l'établissement où j'exerce. Bon. C'est où? En banlieue parisienne, à Alfortville. Bon.
La première enquête, nous avons répondu, bien entendu, il n'était pas question de ne pas répondre. Très sincèrement, nous n'avions pas un classement faramineux. Il faut dire aussi que l'enquête, elle avait essentiellement porté, non pas sur le chiffre des infections nosocomiales déclarées, mais sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre les infections. Donc, nous n'avions pas un bon chiffre. Bon, il n'était pas catastrophique, mais c'était pas la panacée. À la suite de ça, nous avons pris avec la direction les mesures qui s'imposaient. Le prochain indice, ILCALIN, va bientôt paraître. Nous savons, à la lecture de la grille que nous avons remplie, déjà bien progressé. Ah ben nous arrivons au top. Alors, on sait que ça se passe quand même souvent autour du bloc opératoire et dans l'hôpital. Est-ce que le patient lui-même peut être d'une certaine façon responsable? Est-ce qu'il y a des... Responsable, non, mais disons qu'il y a des facteurs qui sont dépendants du patient. C'est vrai que quand un patient est âgé ou quand un patient est immunodéprimé, effectivement, il est plus fragile, mais ça n'est pas de sa responsabilité. Ça veut dire qu'il y a des facteurs qui sont liés au patient. Je fais le lien avec ce que vous venez de dire, et Guillaume Depardieu, parce que c'est vrai qu'on l'a présenté comme un personnage instable, excessif dans bien des domaines. Vous dites, mais c'est quand même du nosocomial. Vous dites déprimé. Est-ce que ça a pu jouer un rôle? Est-ce que ça a pu jouer un rôle? Même on n'est pas là pour faire un diagnostic, mais est-ce que ça a pu jouer un rôle? Son décès n'est pas du nosocomial puisqu'on sait que c'est une autre pathologie. Certes, mais est-ce qu'on peut dire que ça peut en provenir indirectement? Non, on peut seulement dire, on sait que son histoire était due au nosocomial au départ, qui a conduit à l'amputation de sa jambe parce qu'il supportait plus et qu'il souffrait trop. Ça, c'était son accident de moto où il a été ensuite affecté au niveau hospitalier. Mais là, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il était extrêmement fragile. Il était très fragilisé par ce qui lui était arrivé. Et que peut-être sa maladie a flambé parce que ses défenses étaient affaiblies. Mais je ne connais pas du tout la pathologie dont il a été atteint, là, pour laquelle il est décédé. Est-ce qu'il y a une période après l'opération à surveiller tout spécialement pour justement éviter ça? Est-ce qu'il faut être attentif? Alors, ça dépend du type d'intervention, c'est-à-dire de la pathologie. Alors, attendez, je vous coupe, mais différents types d'interventions. Il y en a qui sont plus favorables que d'autres? Ah ben, il est évident que si vous intervenez la nuit sur un monsieur âgé qui a fait une perforation colique, il est évident que le risque infectieux, il est beaucoup plus élevé que si le matin même, vous avez opéré un adulte jeune d'une banale hernie. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que ce risque, il faut que, enfin nous, chirurgiens, nous l'avons présent à l'esprit en permanence. Et en fonction des types de pathologies, la problématique n'est pas la même. Dans la discipline qui est la mienne, la chirurgie viscérale, bon, nous travaillons dans l'infection quasiment en permanence. La tripe, excusez-moi d'être un peu vulgaire, c'est pas propre. Oui. En l'occurrence, ce sont souvent des gens malades a priori. Bon, donc. Mais même, bon. Et paradoxalement, nous avons moins d'infections nosocomiales en chirurgie viscérale parce que le lieu où nous travaillons, c'est-à-dire il y a un péritoine, et c'est un merveilleux organe qui sait parfaitement bien se défendre. À l'inverse, pour revenir à l'exemple du regretté Depardieu, l'os, force est de reconnaître que c'est un organe qui ne sait absolument pas se défendre contre l'infection. Il n'a pas les moyens de lutter. Ajoutez à cela que dans cette chirurgie orthopédique, on est obligé, nos collègues orthopédistes sont très souvent obligés de recourir à du matériel étranger pour faire des synthèses, des prothèses et ainsi de suite. Et tout corps étranger, aussi tolérable soit-il, représente, si en cas d'infection, un point d'ancrage qui va avoir des conséquences dramatiques. On a des questions du Figaro.fr comme tous les soirs dans cette émission et il y a des spectateurs qui posent des questions assez précises. Kaline qui dit pourquoi les médecins ne donnent-ils pas des gouttes pour nettoyer le nez avant toute hospitalisation des patients, par exemple? Alors, là encore, ça dépend là encore de la pathologie qui va être prise en charge. Je vous ai fait la différence entre la chirurgie, on va dire, viscérale, qui est la mienne, et la chirurgie orthopédique. Je peux vous dire que l'orthopédie étant beaucoup plus sujette aux infections, mes collègues d'orthopédie, notamment lorsqu'ils ont à faire une chirurgie prothétique, remplacer une hanche, les patients ont un bilan infectieux
extrêmement complet, qui va bien au-delà de simples gouttes dans le nez, analyse d'urine, panoramique dentaire, j'en passe et des meilleurs. Claude Rambaud, quand on est infecté, quelles sont les chances, quand on malheureusement est infecté, quelles sont les chances d'en sortir et de guérir? Ça dépend de quoi? Je pense que les chances, elles sont quand même très importantes. Mais je voudrais dire, pour rebondir là, sur ce que vous avez dit en introduction. 6 000 décès par an. Hein. Oui, mais ce qu'il y a, c'est quand même, c'est qu'il y a 30% des infections qui sont considérées comme évitables. C'est beaucoup plus que les morts sur les routes, hein, quand même. Oui, 30% évitables, ça veut dire que sur nos 750 000, il y a au moins 200 000 qui sont évitables. Et sur les 6 000 morts, il y en a 2 000 qui sont évitables. Évitable comment? Évitable par prendre des mesures d'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut inviter les soignants, les médecins et tous les soignants à se laver les mains avant de toucher un patient. C'est pas assez fait, ça? Ah non, c'est pas assez fait. Non, il y a encore beaucoup là. On a mis en place des solutions. Là, c'est une question aussi de pédagogie, d'éducation. Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et là, si vous voulez, nous avons lancé dans notre établissement, non pas que je veuille le citer en exemple, mais nous allons prochainement lancer une opération où on va demander aux patients de nous poser la question, docteur, est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Aux États-Unis, ils portent un badge. Demandez-moi si je me suis lavé les mains. Bon. On n'a pas pu le mettre en place. On a essayé de le mettre en place lors de nos états généraux des infections nosocomiales. C'est pas encore quelque chose qui est bien passé, mais ça va venir peut-être. C'est vrai que c'est une interpellation qui est faite. C'est pas nous que quand on voit ça de dehors, on se dit c'est invraisemblable que ceux qui nous soignent ne savent pas les mains systématiquement. Ils ont aujourd'hui des solutions hydroalcooliques, mais qui ne sont pas faites pour remplacer complètement le lavage de mains. C'est une simple hygiène corporelle usuelle, comme par exemple, si vous voulez, avoir des ongles coupés très courts. Alors, ne serait-ce que ça. Je le disais tout à l'heure, nosocomial, ça vient du grec, nosokomeion, qui veut dire hôpital. Est-ce qu'on peut contracter ce genre de maladie ailleurs qu'à l'hôpital? Oui, tout à fait. En cabinet, en médecine de ville, en cabinet de radiologie. Ne serait-ce que par les échographies et l'utilisation des échographies endocavitaires. Si les sondes ne sont pas désinfectées correctement, on peut effectivement contracter une maladie nosocomiale dans les cabinets dentaires. C'est bien connu. C'est passé dans le Nord il n'y a pas très longtemps, où des cabinets de radiologie ont été fermés parce que les sondes endocavitaires, je crois, n'étaient non seulement non stérilisées, mais même pas lavées. On dit des sondes, on dit que ce sont alors à ce moment-là des infections associées aux soins. C'est-à-dire qu'on a requalifié aussi aujourd'hui les infections dites associées aux soins parce que le nosocome était trop hospitalier pour élargir au champ de la médecine de ville. Très bien, merci beaucoup. On a bien compris au moins quelque chose ce soir, c'est que dans l'hôpital même on peut progresser en prenant des mesures d'hygiène et ce sera déjà beaucoup de maladies et de morts même évitées. Il faut progresser. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va rendre un hommage à Françoise Seigné qui était notre invitée il y a plusieurs mois, au mois de mars dernier. Françoise Seigné qui a fait toute sa carrière à la Comédie Française et qui est décédée aujourd'hui. Elle était sociétaire honoraire depuis 1998. C'était la fille évidemment de Louis Seigné, l'un des piliers de la troupe du Français dont elle faisait également partie. Et elle a évidemment elle avait pour nièce Mathilde et Emmanuel Seigné, que l'on embrasse. Voilà, merci bien. Je salue Philippe de Sony, notre réalisateur, Pierre-Henri Gergonne, notre rédacteur en chef, Hugo Nathan et Anaïs Jeunet qui ont préparé cette émission. Et on se retrouve demain soir pour un spécial Amérique. Il y aura effectivement une nuit américaine avec le dernier débat Obama-McCain. Et tout de suite, Michel Grossior reçoit Hubert Falco pour Face à nous. Merci beaucoup, au revoir. Merci bien.